Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Caroline, bonjour Timothée, merci de prendre ce temps pour échanger sur un sujet un peu piquant. Ça pique, mais ça fait du bien. On a besoin d'être piqué juste pour pouvoir être redynamisé. Avec Caroline, on lance ces interviews pour le podcast expérientiel où on va partir à la rencontre d'acteurs vraiment engagés, qui chahutent, qui remettent en question pas mal de nos fondamentaux et qui ne sont pas forcément dans le tourisme. Et ça, c'est génial. Donc, merci Caroline d'avoir proposé cette idée pour stimuler et provoquer un engagement, une transformation beaucoup plus profonde du tourisme, car aujourd'hui, il y en a vraiment besoin. Alors, notre premier invité, c'est Timothée Paric. Timothée Paric a écrit un livre qui s'appelle « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance ». Voilà le mot qui fâche, qui chahute, qui fait réagir, et c'est génial. Merci beaucoup, Timothée, de prendre ce temps avec nous pour justement partager plus en profondeur ta pensée sur ce sujet. Est-ce que d'une certaine manière, chercheur, c'est pas être explorateur, dans le sens où explorateur, c'est celui qui n'accepte pas que les choses soient comme elles sont, mais au contraire, elle les remet en question pour aller plus loin et pour pouvoir les transformer et qu'il y ait plus de sens. C'est marrant que tu me dises ça. Moi, je trouve que le chercheur, il est un petit peu plus proche du troubadour. Du troubadour, dans le sens direct du terme. Le troubadour, ça vient de celui qui va trouver des nouvelles choses. Donc moi, en tant que chercheur aujourd'hui, je fais pas que de la recherche. Par exemple, quand j'écris « Ralentir ou périr », bien sûr, c'est la synthèse de mes résultats de recherche, mais j'essaie de trouver des nouvelles manières, justement, de parler de ces choses-là, des nouvelles analogies, des concepts, des nouveaux termes qui nous permettent d'enrichir cette discussion. Mais t'as raison quand même que quand on fait de la recherche, il y a un aspect qui est exploratoire, et parfois on explore une jungle qui est très hostile. Moi, c'est mon cas en tant qu'économiste écologique, donc qui est une économie qu'on dit hétérodoxe. Donc là, on voit tout de suite le lien de pouvoir vis-à-vis de l'économie dominante qu'on appelle économie orthodoxe, où non seulement pour se frayer un chemin pour répondre à ces questions de recherche, il faut d'abord batailler pour justement contrer certains prêt-à-penser économiques. Mon ennemi numéro 1, le grand vilain de mes théories étant la théorie de la croissance verte. On parle du mot décroissance dans ton livre. C'est un mot qui fait peur, qui fâche, qui fait réagir. Pourquoi ? C'est assez paradoxal, parce qu'aujourd'hui, la croissance, elle est corrélée à la destruction du monde du vivant, et avec elle de l'habitabilité de la Terre, pour beaucoup d'espèces, mais aussi pour la nôtre. Et donc, on devrait être terrifié. Chaque année, si on dit, on va y avoir 2% de croissance en France, les gens devraient avoir une peur bleue, se dire, merde, ça va aggraver le changement climatique, non, ça va faire pression sur la biodiversité. On devrait avoir une trouille sans pareil, en fait, de cette agitation exponentielle de nos activités économiques. Mais c'est le contraire. C'est le contraire quand on parle de décroissance, de ralentir les activités économiques. Et là, on a peur. On a peur du chômage, on a peur de la pauvreté, on a peur des inégalités. Donc ça montre bien que là, il y a vraiment un véritable débat sur l'objectif d'une économie et sur la dynamique qu'elle a avec le vivant. J'ai lu 2 fois ton livre avec énormément d'enthousiasme, et j'aimerais bien voir dans ce secteur du tourisme davantage de prise de parole sur qu'est-ce qui vient après la croissance du tourisme, parce que nous sommes dans un secteur paradoxal, c'est-à-dire le secteur du tourisme est particulièrement dépendant à la nature, mais ce secteur va dégrader cette même nature, et particulièrement dépendant des gens, notamment pour faire de l'accueil touristique, alors qu'on dénigre le travail domestique, le travail bénévole, la précarité dans l'emploi, dans les métiers du tourisme. Comment justement, et quel peut être justement ton regard par rapport à ce paradoxe illustré par le secteur du tourisme de consommation d'un bien alors qu'on est dépendant de ce même bien? Oui, alors moi je vais commencer très général en disant qu'il y a un problème déjà avec la croissance comme objectif fondamental. C'est-à-dire que même dans les secteurs les plus désirables, je sais pas, la fabrication de médicaments, de prothèses, les institutrices, l'éducation, les EHPAD, enfin des choses vraiment dont on a besoin, l'idée d'une croissance exponentielle
de cette production n'a pas de sens, vu que l'économie doit être un protocole de satisfaction des besoins et que les besoins humains sont eux-mêmes finis. C'est-à-dire qu'ils répondent à des taux de satiété où on a juste besoin d'avoir une quantité de biens et de services pour être en bonne santé, pour être bien logé, pour être bien alimenté, pour être heureux, toutes ces choses-là. Donc, le tourisme aujourd'hui a la même maladie, la maladie de l'infini, hein, comme disait Durkheim, que d'autres secteurs économiques où on se dit, voilà, la prospérité, le dynamisme de ce secteur, en fait, demande chaque année une croissance en pourcent de sa taille de l'année précédente. Donc, on veut qu'il y ait toujours de plus en plus de tourisme. Donc ça, même si on avait dès le départ vraiment le tourisme le plus durable, des petites chaînes d'hôtels autogérées en coopérative à lucrativité limitée, des séjours de tourisme soutenables à côté, en slow travel, tout ça, même si on avait ça, l'augmentation exponentielle de ces activités, un jour ou l'autre, viendrait buter sur des limites écologiques. Donc, la décroissance, c'est un appel à la mesure, à l'harmonie, à la proportion, de se dire, nous avons des budgets écologiques limités, nous avons une vitesse maximale imposée par le fonctionnement des écosystèmes, et donc nous devons toujours faire attention que nos activités économiques ne viennent pas dépasser, en fait, on pourrait dire un petit peu au même tempo que la dynamique des écosystèmes. Et le tourisme, et c'est là que j'entre un petit peu plus précisément sur le sujet, il a le grand désavantage aujourd'hui d'être une activité très liée au transport, qui a le grand désavantage d'être une activité très dépendante des énergies fossiles. C'est-à-dire que même les activités qui ne sont pas dépendantes des énergies fossiles, on ne peut pas les faire croître à l'infini parce que toute activité économique demande forcément des matériaux et de l'énergie. Mais le problème est quand même vachement moins grave si on a l'activité aujourd'hui qui fonctionne complètement avec des énergies bas carbone, par exemple. Si on a un tourisme qui est rapide, qui est lointain, donc qui va demander des déplacements en avion. Un tourisme aussi qui s'ancre dans un fonctionnement capitaliste de minimisation des coûts et de maximisation des profits, qui va mener à les situations que tu as décrites, avec des grandes chaînes, par exemple hôtelières, qui essayent de s'approprier des quantités croissantes de valeur. Et donc, comment est-ce qu'on s'approprie de la valeur ? On l'a vu, on minimise les coûts, c'est-à-dire qu'on va créer une précarité au sein de ceux qui donnent ce service. Et bien sûr, on va essayer d'externaliser les conséquences sur l'environnement. Et on approprie de manière privée les profits. Donc là, dans le tourisme aujourd'hui, on a vraiment cette double limite un petit peu du capitalisme aujourd'hui, le capitalisme qui se mange lui-même, c'est-à-dire qui se mange de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire que non seulement de l'extérieur, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, ou plutôt l'analogie serait de se dire qu'il est en train d'empoisonner son propre environnement. Aujourd'hui, c'est le capitalisme, c'est une voiture qui est designée avec le pot d'échappement qui déverse les gaz à l'intérieur de l'habitacle. Donc là, ça fonctionne pas, mais aussi ici la branche sur laquelle il est assise en essayant d'approprier un travail pas cher qui n'est pas soutenable sur le long terme, parce que cette activité même va venir dégrader la capacité des personnes qui y travaillent, mais aussi des communautés à produire un tourisme de qualité sur le long terme. C'est-à-dire un accueil, une hospitalité organisée sur le long terme. Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode sous l'œil des chercheurs avec Caroline Leroy. Comment vas-tu, Caroline ? Écoute, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir discuter et de changer le monde par visio et par téléphone avec toi. Donc, ravie pour cette deuxième session de Sous l'œil des chercheurs. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Alexandre Monin, qui a accepté de partager son point de vue sur cette transition dont tout le monde parle. Bonjour à toutes et à tous, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Alexandre, on est ravis de t'écouter pour que tu nous parles un petit peu de tes travaux et puis aussi de profiter de ce podcast pour nous présenter
l'ouvrage qui vient de sortir, Politiser le renoncement, que j'ai lu. J'avais déjà lu le premier et j'ai été assez rapidement emballée par les travaux que vous pouvez réaliser avec tes collègues de l'Origins Media Lab sur le renoncement et la redirection écologique. Donc, première question, Alexandre, est-ce que tu peux nous présenter justement dans les grandes lignes ce qu'il y a derrière ce concept de renoncement, de redirection écologique et aussi de commun négatif, concept que je trouve vraiment très intéressant et que vous abordez dans vos travaux. Oui, bien sûr. Merci encore pour cette invitation à le faire. Alors, c'est vrai que donc avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, on avait publié il y a tout petit peu plus de 2 ans, quasiment 2 ans jour pour jour en fait maintenant, un livre, Héritage et fermeture, qui présentait en fait de façon un peu théorique le programme de la redirection écologique. La redirection écologique, c'est quoi? Alors les gens qui nous écoutent vont peut-être se dire mais pourquoi ajouter un autre terme? On parle de bifurcation, on parle de transition écologique, on parle de développement durable, on parle de RSE, de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, on parle maintenant de critères ESG pour Environmental and Social Governance, la gouvernance sociale et environnementale, évidemment de développement durable, mais aussi parfois alors de croissance verte, on en parle quand même ça de moins en moins. Alors pourquoi ajouter finalement une nouvelle expression? Pourquoi ajouter de la confusion à un domaine qui est effectivement est assez confus pour les personnes qui ne le connaissent pas de près? Alors c'est pas pour le plaisir de faire son personal branding, d'ajouter comme ça sa propre marque à l'édifice. C'est plutôt parce que quelles que soient ces approches, et je vais pas rentrer évidemment dans le détail, elles ont toutes leurs spécificités, elles ont toutes leurs intérêts et ou leurs limites, et ça dépend desquelles, de quoi on parle. La transition écologique aussi, j'ai oublié de la mentionner. Quelles que soient les approches, on va dire que le constat sous-jacent, c'est qu'il faut essayer de verdir l'existant au maximum. Il faut essayer d'écologiser l'existant, voire parfois de le rendre plus efficient au plan technologique. Alors, on peut avoir différentes sensibilités justement, mais que dans tous les cas, on va essayer de retoucher l'existant plutôt que de fondamentalement le questionner, ou en tout cas de manière très directe. Et du point de vue de la redirection écologique, on considère que pour maintenir des conditions d'habitabilité sur Terre, il ne suffira pas d'écologiser, d'optimiser, de rendre efficient ou de verdir. Il va falloir, qu'on ne pourra pas tout maintenir et que donc, par conséquent, il va falloir opérer des renoncements, des arbitrages, des fermetures, renoncer finalement à ce que l'on ne pourra pas ou qu'il ne faudra pas maintenir, à ce qu'il ne faut pas rendre viable d'une certaine manière, tout ce qui dégrade, menace les conditions d'habitabilité sur Terre et auxquelles nous ne sommes pas trop attachés aujourd'hui pour ne pas pouvoir y renoncer. Et donc, comment est-ce qu'on pose cette question des arbitrages? À quelles conditions? Comment est-ce qu'on la pose de manière juste? Comment est-ce qu'on élabore aussi des protocoles qui permettent notamment d'arbitrer de manière démocratique, anticipée et non brutale? C'est un peu les 3 critères que moi j'ai l'habitude de poser. C'est un petit peu ce qui est au cœur, je dirais, de nos travaux, de mes travaux aussi, puisque j'ai prolongé la réflexion le mois dernier en publiant un nouveau livre, Politiser le renoncement. Mais c'est ça vraiment l'enjeu qui est au cœur de la redirection écologique, mettre au premier plan cette question des arbitrages, parce que c'est pas facile, parce qu'on n'a pas forcément les savoirs, les savoir-faire, les dispositifs pour arbitrer, renoncer, ne pas faire, défaire également. Comme me le disait un responsable politique il y a quelques semaines à peine, personne n'a envie d'arbitrer. C'est-à-dire que c'est pas une position enviable d'être celui qui va arbitrer ou celui qui peut-être va faire en sorte, en tout cas, qu'on pose la question de l'arbitrage et donc derrière du renoncement. Donc c'est difficile et en plus on a un déficit, encore une fois, de connaissances et de pratiques en la matière. Donc la redirection écologique essaye tout simplement de pallier ce déficit de la manière la plus démocratique et la plus juste possible, en travaillant en fait sur des chantiers où d'ores et déjà l'anthropocène fait irruption. Donc on peut penser aux stations de ski qui sont confrontées à un avenir sans neige. On peut penser au recul du trait de côte. Qu'est-ce qu'on va faire de ces populations qu'il va falloir évacuer, déplacer? On peut penser aussi à tout un ensemble d'activités plus ou moins contestées. On songe, par exemple, au conflit autour aujourd'hui des méga-bassines comme exemple de maladaptation. Donc, voilà, est-ce que c'est le genre de choses qu'il faut laisser se développer ou au contraire, il faut y renoncer? On peut songer aussi à des grands projets inutiles, donc certains ont été abandonnés.
Notre-Dame-des-Landes, le terminal 4 de l'aéroport de Roissy, enfin voilà, on pourra aussi les multiplier. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces éléments? Et c'est aussi ce que j'appelle moi des communs négatifs, pour reprendre la question qui m'a été posée, à savoir que finalement nous héritons d'un certain nombre de réalités tangibles, infrastructurelles, techniques, mais aussi moins tangibles, des modèles d'affaires, modèles économiques, modèles de toutes sortes, modèles de conception, bref, qui ne sont pas forcément adaptés au maintien de l'habitabilité de la planète, mais qui sont là, dont nous dépendons. Et donc, toute la question que moi je pose dans mon dernier livre, c'est comment est-ce qu'on arrive à tracer une ligne de crête, finalement, qui n'est pas une position médiane, qui n'est pas une sorte de centrisme mou, même si le centrisme aujourd'hui il est de plus en plus extrême, qui est davantage finalement le fait de se tenir éloigné de deux écueils, à savoir le fait de sortir d'un coup d'un seul de toutes nos dépendances à ce qu'on appelle parfois la technosphère, donc tout ce que nous avons bâti, et qui aujourd'hui est devenu absolument nécessaire pour le maintien d'une vie de 8 milliards d'habitants et d'habitantes sur Terre, qui en même temps n'est pas viable, qu'on ne peut pas maintenir tel quel, qu'on ne peut pas laisser grossir à moyen terme, sans quoi on va dégrader bien trop les conditions d'habitabilité de la Terre. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à, non pas en sortir d'un coup d'un seul, mais non pas le maintenir et le développer, mais détricoter progressivement justement nos dépendances vis-à-vis de ces communs négatifs, vis-à-vis de ces éléments qui ne sont pas durables, ou qui en tout cas qu'on ne doit pas rendre durables. Et ça peut être à la fois des éléments qui sont visiblement problématiques, ou des éléments qui, pour certains, sont des technologies d'avenir, ou des exemples d'adaptation, qui pour d'autres sont au contraire des exemples de maladaptation et des technologies qui incarnent plutôt des futurs obsolètes plutôt qu'un avenir viable. Donc voilà, les communs négatifs, c'est une façon finalement d'interroger un petit peu tout ce qui nous entoure, tout ce dont on hérite, pour se poser la question de la trajectoire à donner à ces réalités-là, et puis poser la question aussi de savoir qui va s'en occuper, parce qu'il y a aussi des communs négatifs dont personne ne veut, des sols pollués, des rivières asséchées, des infrastructures en déshérence qui se multiplient et vont se multiplier au cours des prochaines années. Donc toute la question, c'est de savoir comment collectivement on prend soin de ces réalités-là, qui ne sont pas simplement des conséquences malheureuses de nos activités, mais en fait, plus vraisemblablement, des conditions de nos activités. Donc si on revoit la finalité de nos activités, c'est pour éviter éventuellement de produire trop de communs négatifs ou de les maintenir, mais ceux qui sont déjà là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas que les voisins, les gens qui vivent à côté de communs négatifs qui doivent s'en occuper, sinon effectivement c'est une grande injustice. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à aussi poser la question, ces questions-là, et donc ça veut dire derrière poser à nouveau des questions de justice qui sont au cœur effectivement des enjeux de la redirection écologique. Comment on initie ce changement? Alors l'angle que nous on prend, c'est de travailler sur les attachements. C'est sans doute une manière de répondre à cette question. C'est-à-dire que si on pose la question des arbitrages, et notamment sur le critère que j'appelle le critère de la non-brutalité, c'est-à-dire comment est-ce on opère des arbitrages qui soient le moins brutal possible. Quand on dit aux gens, dans 8 ans, on vous exproprie, et imaginons que vous soyez éleveur de père en fils depuis des générations, on vous explique qu'on va vous exproprier parce que en fait, c'est plus subtil que ça. Si vous êtes à côté d'une zone Natura 2000, on peut vous demander de diminuer vos rejets d'azote de 95%, ce qui équivaut quand même à une expropriation. Effectivement, on comprend que ça puisse être mal vécu. Et donc, quand on est attaché à des infrastructures, à des modalités de subsistance qui vont être détricotées, qui vont être démantelées peut-être dans les années à venir, si on vit, je sais pas moi, du ski ou d'autres choses, effectivement, ça peut être mal vécu. Donc, toute la question, c'est de regarder quels sont les attachements qui lient les personnes à des modèles, à des infrastructures, à des activités qu'on ne pourra pas ou qu'il ne faudra pas maintenir demain. Et donc, une fois qu'on a cartographié ces attachements avec ces personnes, vient le temps où on peut finalement regarder à quelles conditions on peut opérer ce que j'appelle moi des désattachements, enfin, pas de détachement parce qu'il y a un petit côté bouddhiste zen, mais de désattachement très concrètement, en impliquant encore une fois les personnes et en leur proposant derrière de se réattacher à autre chose. Il ne s'agit pas simplement de dire on va couper vos attachements, parce que les personnes c'est un peu comme il faut pas l'entendre mal, mais comme des marionnettes. Si on coupe les fils, la marionnette s'effondre. Et ben, les êtres humains sont aussi des créatures d'attachement. Sans attachement, on peut éventuellement que survivre, mais pas forcément vivre. Et donc, comment est-ce qu'on leur offre la possibilité de se réattacher à autre chose? Donc c'est ça aussi le travail qu'il faut faire, c'est d'aller sur place, d'aller sur le terrain
comprendre la nature très intriquée des attachements, et ce qui est d'autant plus difficile que les attachements ne sont pas forcément tout le temps visibles. Alors je précise tout de suite que quand je dis attachement, je l'entends non pas au sens de la psychologie des attachements, mais d'une certaine sociologie des attachements. Je pense notamment aux travaux d'Antoine Aignon, de Michel Callon, de feu Bruno Latour, qui ont travaillé sur cette question des attachements, essayer d'en faire vraiment un concept important. Et comme le dit Antoine Aignon, un attachement, c'est finalement ce à quoi on tient et ce qui nous tient. Donc c'est pas attachement ou dépendance. L'attachement, c'est les deux. Il y a des attachements qui sont subis, il y a des attachements qui sont pénibles, il y a des attachements qui sont lourds. Mais en même temps, voilà, si on prend l'exemple de la crise des gilets jaunes, je suis gilet jaune et je dois prendre ma voiture 2 heures par jour pour aller travailler et c'est pénible, mais je suis obligé de faire ça pour subsister. Eh ben c'est un attachement qui n'est pas forcément agréable, qui peut être tout ce qu'il y a de plus pesant. Mais en même temps, si cet attachement-là est menacé, ça peut engendrer derrière évidemment une réaction forte parce que ce sont aussi mes modalités de subsistance qui sont mises en cause. Donc déjà comprendre la nature des attachements, ça ne peut pas se faire sans les personnes qui sont concernées parce qu'elles sont elles-mêmes experts et expertes de leurs propres attachements. Donc il faut les associer, c'est vraiment une co-enquête. Et ce qui est difficile également, c'est que les attachements, on n'en a pas forcément une comptabilité constante. C'est ce que dit Antoine Aignon, un passage que je cite d'un de ses articles dans le livre, dans Politique et le renoncement. On n'a pas de comptabilité en temps réel des attachements. C'est aussi dans l'épreuve qu'on prend conscience de ce que sont nos attachements. Et c'est là qu'il peut y avoir une vraie difficulté à anticiper, puisque avant d'être dans l'épreuve, avant d'être finalement confronté à une crise, on ne sait pas forcément quelle est la nature des attachements qui nous lient à ce qui nous environne. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à susciter finalement cette compréhension autour des attachements en anticipant, c'est-à-dire en anticipant les crises, en dehors des crises, comment est-ce qu'on arrive finalement à mettre les gens en situation de faire ressortir leurs attachements en simulant presque les épreuves qui sont les épreuves à venir. Et là, il y a un vrai travail qui est un travail où j'ai pas de réponse, mais c'est un chantier qu'il faut ouvrir, qu'on a commencé à ouvrir avec notamment certains de nos étudiants. Donc voilà, c'est je dirais en revenant sur les attachements qu'on peut comprendre ce qui se joue sur le terrain et on peut pas du tout en faire l'impasse. On peut pas chanter cette partie-là. On peut pas simplement opérer des raisonnements qui sont des raisonnements théoriques ou des raisonnements très macro. Alors, il faut articuler évidemment cette compréhension du terrain avec d'autres échelles, d'autres dimensions, mais on ne peut pas du tout en faire l'économie. Bonjour et bienvenue sur l'œil des chercheurs, cette émission que je co-anime avec Caroline Leroy. Et aujourd'hui, on a un invité sympathique que j'ai découvert à l'occasion de ma formation sur l'économie régénératrice. Et puis, lors de cette formation, il y avait une question que je me posais. Je ne comprenais pas la sous-optimalité. Et donc, j'ai été faire des recherches et je suis tombé sur votre interview, Olivier Amand. Et là, j'ai commencé à comprendre. C'était beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec vous et qu'avec Caroline, on a décidé de vous inviter. Vous êtes auteur de plusieurs livres. Mais il y a l'antidote au culte de la performance, que j'ai trouvé fascinant, la robustesse du vivant. Et puis le deuxième, c'est un manifeste que vous avez coécrit sur la santé commune aussi, qui est importante et qui parle de 3 santé qui sont interdépendantes, le côté naturel, le côté social et le côté humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de tourisme durable et qu'on parle de développement durable, peut-être qu'on devrait parler justement de santé, parce que la qualité de vie dans laquelle on souhaite vivre est importante. Voilà, vous êtes chercheur en biologie des plantes. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous, Olivier? Merci de votre accueil. Donc moi je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle Reproduction et développement des plantes et on s'intéresse à la forme des plantes. Donc les questions qu'on se pose, c'est pourquoi les feuilles sont plates, pourquoi les tiges sont cylindriques, pourquoi sur une plante les fleurs ont la même taille, quoi. Ce genre de questions-là. Donc ça c'est ma partie recherche qui est plutôt multi-échelle, quoi, qui va de la molécule, la cellule, tissu, voilà. Et puis j'ai une autre casquette qui est d'être directeur de l'Institut Michel Serres qui s'intéresse à la relation de l'humanité à la nature, très inspiré du contrat naturel de Michel Serres. Et donc on essaye de faire des formations, des actions, des réflexions autour de cette question-là. Super. Alors peut-être que pour les auditeurs, voilà,
on est peut-être très éloigné au premier regard, à la première écoute du secteur touristique. Mais là, on va mettre vraiment le vivant aussi au cœur de ces échanges. On parle beaucoup dans le cadre du tourisme durable ou du développement durable, de plus en plus de changements climatiques, mais ce n'est que l'une des limites planétaires et on oublie souvent la biodiversité, notre rapport au vivant qui est d'autant plus important dans le secteur touristique. Vous avez écrit du coup un ouvrage qui s'appelle Antidote au culte de la performance. Voilà, vous faites référence à la robustesse et l'inefficacité aussi de l'humain. Moi, je travaille sur le concept de performance environnementale, où justement j'essaie d'intégrer davantage le vivant et l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce culte de la performance au regard de vos travaux et de vos valeurs et de votre vision de manière générale? Alors la performance, en fait, faut juste ouvrir les yeux et voir qu'il y en a partout. On est soumis à l'injonction de performer en permanence. C'est vrai en regardant les campagnes, quand on voit le design des parcelles et tout ça, tout est optimisé pour la mécanisation. C'est vrai pour les villes, c'est optimisé pour le trajet des voitures, des piétons, des cyclistes. Il y a de la performance dans les vacances, il y a de la performance dans le temps qu'on passe à ne pas s'ennuyer. Maintenant, on ne s'ennuie plus. On doit tout le temps être devant de l'information, devant un téléphone portable. Donc en fait, on est dans un monde hyper optimisé. Et quand je dis optimisé, c'est hyper performant. C'est que, alors, il faut bien que je définisse les choses. Hein. Donc la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Et donc, quand on augmente les performances, on devient encore plus efficace, encore plus efficient, et donc on optimise. L'optimisation, c'est ça, hein, c'est l'augmentation des performances. On atteint son objectif encore plus vite et avec encore moins de moyens. Et donc, après tout, pourquoi pas, hein, on pourrait se dire, oui, c'est aussi une façon d'habiter sur la planète. Sauf que on se rend compte actuellement que ça devient de plus en plus contre-productif. Quand on fait de la performance, on s'enferme dans une voie étroite. C'est presque la définition de l'efficacité et de l'efficience, c'est une canalisation en fait, on se canalise. Et quand on se canalise, en fait, on atteint son objectif et on manque tous les autres. Donc c'est un peu le problème de la performance, c'est qu'elle est réductionniste par nature, quoi. Donc ça c'est un premier truc. La deuxième chose, c'est que on peut le dire en deux mots, hein, optimiser fragilise. Quand on optimise, en général, on fragilise tout le reste. Donc évidemment les écosystèmes, les humains aussi, hein, les sociétés humaines, hein, le burn-out des humains, le burn-out des écosystèmes, c'est un produit de notre performance, quoi. Et enfin il y a les indicateurs de performance, alors à qui on peut dire des tas de choses, mais si on suit les indicateurs de performance, le risque, hein, c'est qu'on tombe dans la loi de Goodhart. Alors la loi de Goodhart, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça veut dire que quand on met un indicateur de performance quelque part, on va tout faire pour faire monter cet indicateur et on va donc oublier tout le reste. L'exemple typique, hein, c'est le sport de compétition, où si on veut vraiment performer, on va finir par se doper, quoi. Vous avez peut-être entendu parler, il y a un projet de faire des Enhanced Games, donc des jeux augmentés. Et donc, c'est des jeux olympiques, on va dire, où le dopage serait autorisé, quoi. Donc là, voilà, on est arrivé au bout du truc, hein, quand même, hein. C'est-à-dire qu'on va aller voir des sportifs se tuer en direct, hein. Donc, il faut quand même le faire. Donc ça, voilà, c'est la performance contre-productive. Et donc, évidemment, le point principal, et vous l'avez dit, c'est la situation des écosystèmes. La crise climatique, les pénuries de ressources, les pollutions globales et l'effondrement de la biodiversité, donc les 4 sujets. Ça, c'est le produit de notre performance, quoi. Et donc, c'est de loin ça qui est le plus problématique dans notre performance, quoi. C'est qu'on est en train de détruire notre habitat. D'où est né ce besoin de l'humain d'être performant? Alors, c'est la performance, ça a tendance à s'auto-justifier. Donc, en fait, alors, il y a deux choses. Dans un monde qui est abondant en ressources et stable, on fait de la performance. Et quand je dis on, c'est les êtres vivants aussi. C'est qu'un parasite, par exemple, dans la durée de vie d'un parasite, le monde est stable et il est abondant en ressources. Un virus qui rentre dans un corps humain, c'est stable et c'est abondant en ressources. Et donc, la performance, c'est la bonne stratégie dans un monde qui est stable et abondant en ressources. Alors nous, les humains, en gros, on fait de la performance un peu plus active depuis le néolithique, quoi. Ça fait 10 000 ans qu'on est là-dedans. Le néolithique, c'est le moment où on invente l'agriculture, la sédentarisation, la domestication. Et donc, on a inventé des processus plutôt de sécurisation au départ
pour sécuriser l'alimentation. Mais en fait, ça a augmenté les rendements et du coup, ça nous a placés dans un environnement d'abondance de ressources. Et du coup, on s'est fait avoir, quoi. On est parti dans une spirale de performance parce qu'on était dans un monde abondant en ressources et nous-mêmes, nous alimentions l'abondance de ressources. Sauf qu'on arrive à la fin de ce truc-là. On a tellement été dans la performance que ça a induit de la compétition et donc que ça a épuisé toutes les ressources. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde instable, en pénurie chronique de ressources. Et si on suit tous les rapports scientifiques de tous bords, des écolos, le GIEC et compagnie, mais aussi de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial, tous disent que le monde qui vient sera fluctuant et en pénurie chronique de ressources. Donc le logiciel performant n'est plus adapté. C'est à côté de la plaque, pour le dire très simplement, quoi. Donc dans un monde fluctuant, ce qu'on fait, c'est de la robustesse. Je vais dire le mot tout de suite. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est la réponse opérationnelle à un monde instable et en pénurie chronique de ressources. Il n'y en a pas d'autre, c'est la robustesse, c'est sa définition scientifique. C'est la réponse opérationnelle à un monde instable et en pénurie chronique de ressources. Et du coup, c'est ça la révolution de notre époque. On est en train de quitter le néolithique. Ni plus ni moins. On quitte 10 000 ans de trajectoire performante pour inaugurer la nouvelle époque de la robustesse. Donc c'est copernicien comme révolution. C'est fou d'ailleurs d'ailleurs d'être là à cette époque-là. Moi, j'en reviens pas à vrai dire. Mais on est dans ce moment-là, quoi. Alors moi je regardais mes indicateurs de performance du coup et c'est très déstabilisant ce que vous êtes en train de dire parce que du coup voilà, moi je travaille vraiment sur le pilotage de la performance environnementale. J'ai pas envie de pleurer, au contraire j'ai envie de poser plein de questions. Si vous pouvez un petit peu plus détailler ce que vous entendez par robustesse, parce que là voilà il y a une forme de révolution. Quand là à l'instant vous avez parlé de robustesse, pour moi ça faisait écho au concept de résilience qui consiste voilà à s'adapter face à un choc. Donc résilience qui peut être différents types de vivants après un traumatisme, après une crise, etc. Quelle est pour vous est-ce que vous avez une différence claire entre la résilience et la robustesse, surtout avec votre casquette de biologiste? Oui, donc il y a une différence. La résilience, en fait, il y a 3 définitions de la résilience. La première définition de la résilience, c'est dans la science des matériaux. Donc c'est un matériau qu'on déforme et qui revient à l'état initial. Donc ça, voilà, c'est retour à quasiment un comportement élastique, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment élastique, mais c'est un retour à la normale, quoi. La deuxième définition, c'est la résilience psychologique. Donc on a un traumatisme, on tombe et on se relève. Donc ça marche très bien dans des contextes médicaux très particuliers. Quand on le généralise à tout le monde socio-économique, c'est toxique. C'est-à-dire qu'en fait, on va inciter les gens à tomber pour qu'ils se relèvent. Et ceux qui vont raconter l'histoire, c'est ceux qui se sont relevés. Ceux qui ne se sont pas relevés, on ne saura pas ce qu'ils sont devenus. Enfin, si, on saura, mais ils ne vont pas avoir la parole, quoi. Donc, Thierry Ribot a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Contre la résilience. Il était à Fukushima, il a bien vu ce que ça donnait, la politique nationale de la résilience. Ça se résume en une phrase. Après Fukushima, c'est pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Vous voyez l'arnaque, quand même. C'est la résilience, vraiment, c'est une incitation à tomber, quoi. Donc ça, c'est la deuxième définition. Et la troisième définition de la résilience, c'est la capacité à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde fluctuant. Du coup, qui ressemble à la robustesse. Bien qu'il y a des petites nuances, mais ça ressemble quand même beaucoup à la robustesse. Alors, le problème de ça, c'est que c'est un abus de langage, en fait. Cette troisième définition, c'est la définition des écolos, c'est le Stockholm Resilience Center, Carl Folke, des gens en Suède, là, qui ont mis ça en avant. Mais c'est un abus de langage, quoi. Parce que dans la résilience de la science des matériaux, il n'y a pas l'histoire de la transformation, dans le monde fluctuant non plus, quoi. Donc, en fait, c'est le même mot pour une autre définition. Donc, du coup, quand on parle de résilience, il faudrait raconter tout ça à chaque fois pour savoir de quoi on parle. Donc, puisque en général, dans le monde socio-économique, c'est la deuxième définition qui domine, c'est une résilience de type néolibéral performante, c'est une trajectoire, la résilience, donc ça peut s'optimiser aussi. Donc voilà, on reste dans la performance, quoi. Et en fait, c'est même une performance responsabilisante, quoi. Donc c'est pire que de la performance tout court, quoi. Donc du coup, voilà, moi, maintenant, je n'emploie plus le mot résilience. J'en emploie que le mot de robustesse. Si je vous le dis différemment, la résilience, c'est une trajectoire, on est comme ça, on est en ligne droite, on descend,
et on se relève. Voilà, c'est une trajectoire. La robustesse, c'est plutôt des bornes. C'est des bornes qu'on va élargir pour laisser de la place à des trajectoires à l'intérieur de ces 2 bornes. On augmente les marges de manœuvre pour autoriser différentes trajectoires. Donc, si je vous le dis différemment, pour être résilient sans que ce soit fatal, il faut d'abord être robuste. Donc, il faut commencer par la robustesse. Et après, on apprendra de ses échecs aussi, hein. Mais sauf que on apprend de ses échecs, c'est qu'on se relève vraiment, quoi. On tombe pas vraiment. Bon, alors là, vous venez de flinguer plein de concepts qu'on utilise beaucoup, donc la performance et la résilience. J'écrivais un article ce matin sur la résilience. Je vais digérer nos propos. Vous avez fait référence justement en regardant ce qui se passe du côté des plantes, cette inspiration des plantes. Donc vous avez parlé de la lenteur et de l'hétérogénéité. Si moi je reprends ça dans un contexte touristique, bah on parle justement dans le cadre de déployer, on va dire de développer et renforcer le tourisme durable. On parle de slow tourist, c'est-à-dire aussi de ce rapport à la lenteur qu'on devrait davantage avoir dans les vacances. Et l'hétérogénéité, pardon, moi ça me fait penser à l'inclusion et la mixité des publics qu'on peut avoir. Et voilà, c'est très paradoxal parce qu'avec vos mots, quand vous rappelez ce qu'il y a vraiment derrière le concept de performance, on vise tous, hein, les acteurs touristiques, la performance, alors que les spécificités de notre secteur, nous, faudrait plutôt rendre du coup tendre vers une robustesse. Euh, voilà, essayez peut-être, c'est compliqué ce qu'on vous demande, mais quelle inspiration des plantes peut être, utile pour nous acteurs du tourisme et nous individus citoyens aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors moi ce que je dis souvent sur le tourisme, c'est qu'il y a un vrai coup à jouer, hein. C'est la sabbatique, hein, typiquement, hein. C'est qu'en fait le tourisme performant, on peut le dire comme ça, hein. C'est en gros, je vais essayer de visiter le maximum de pays en un minimum de temps. Je vais ticker tous les pays du monde et je vais dire j'ai été dans tous ces pays-là, j'ai tout vu. Voilà, j'ai vu les 7 merveilles du monde. Enfin bon, voilà, vraiment la course aux échalotes, là, voilà. Donc ça, c'est le tourisme performant, où en fait, qu'est-ce qui se passe? On prend beaucoup l'avion, on se fatigue beaucoup, on rencontre personne, parce que on est tout le temps en voyage, on passe très peu de temps sur les sites, on rencontre pas les gens, en fait. On est comme à la télé, quoi. C'est qu'en fait, on voit les sites comme si on était à la télé. Donc en fait, c'est du tourisme qui n'est vraiment pas réjouissant. C'est que c'est des belles cartes postales, c'est de l'Instagram, quoi, grosso modo, mais c'est pas, on rencontre pas les gens, quoi. Donc c'est la pauvreté des interactions, hein, toujours pareil. Alors dans le monde robuste, hein, le tourisme, et d'ailleurs il y a de plus en plus de jeunes qui font ça, c'est de passer 1 an dans un pays. 1 an où on travaille dans le pays. Donc c'est-à-dire qu'en fait, non seulement on rencontre les gens, mais on comprend le modèle économique, et peut-être qu'on voyage dans le pays, mais on rencontre vraiment les gens, quoi. On discute, on construit des associations, enfin voilà, on participe à des initiatives locales. Quand on revient, c'est un voyage qui est initiatique. On s'est transformé. C'est-à-dire que c'est pas un voyage où on s'est fatigué et on revient exactement pareil, juste en étant un peu plus fatigué. On revient en étant une autre personne. Et du coup, on a appris vraiment à mettre un visage sur un autre pays. On a compris un peu mieux cette culture. Et donc, pour moi, le tourisme du futur, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y aura pas moins de tourisme, ce sera du tourisme beaucoup plus élaboré. C'est-à-dire qu'on va accompagner les personnes à s'installer, à trouver du travail dans un pays, à décoder les codes culturels dans un pays, à mettre les gens en relation. C'est carrément autre chose, quoi. Et on peut très bien imaginer, puisque c'est des séjours longs, que l'hôtellerie, par exemple, s'adapte à des séjours longs. Ça veut dire que typiquement une chambre d'hôtel, elle a une cuisine, quoi, par exemple, juste pour ou qu'il y a une cuisine partagée. Enfin, on peut imaginer des tas de trucs, hein. Ça c'est pour le côté lenteur, donc très inspiré du vivant, en effet. Il y a autre chose qu'on peut imaginer. Ça c'est un truc que j'avais imaginé il y a quelques temps là. C'est le nouvel hôtel, l'hôtel low-tech. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi imaginer que je pense pour l'hôtellerie, hein, il y a certainement plein d'autres choses, mais pour l'hôtel low-tech, ce serait un hôtel où non seulement on habite quelque part ailleurs, quoi, mais dans cet hôtel, on apprend des trucs low-tech. C'est-à-dire qu'en fait, comment récupérer l'eau de pluie, comment dans un, enfin, voilà, des tas de choses, des objets qui n'ont pas besoin d'outils numériques pour, il y a des hôtels comme ça, hein, où on ferme les portes avec des poulies, tout ça, des trucs un peu rigolos, quoi, low-tech, où c'est justement, et c'est dans ces hôtels-là qu'on peut apprendre
à le tout réparable, à adapter des objets existants, à recycler des choses, quoi. Bah, ça, pour moi, c'est l'hôtel du futur, ça. C'est-à-dire qu'on va pas juste à l'hôtel, on va se former à l'hôtel. L'hôtel devient une école, quoi, une école du low-tech. Pour moi, c'est ça aussi le tourisme du futur, quoi. Et c'est hyper enthousiasmant. Là, il y a des champs, il y a des opportunités économiques énormes, hein. En fait, pour l'instant, je trouve qu'on est encore un peu dans la paresse du tourisme performant où on veut être sûr que ce soit bien confortable, tout ça. Mais ça, c'est très superficiel. Le tourisme, ça peut être beaucoup plus que ça, quoi. Et donc là, il y a des tas de choses à inventer, quoi. Avec toutes les crises qui se succèdent, conjoncturelles, la Covid, la guerre, l'inflation, voilà aussi, ça peut justifier cette instabilité, ce culte de la performance. On voit les inégalités se creuser, le vivant se dégrader. Pour vous, est-ce qu'il y a des priorités? C'est une question aussi difficile à répondre, mais justement par rapport à vos travaux en lien avec le vivant et les conséquences des activités humaines, de l'anthropocène, pour vous, est-ce que vous voyez des priorités aussi bien sur le choix peut-être des choses à protéger ou sur la façon de faire? On a parlé du collectif, d'être dehors aussi pour cette horizontalité. Oui, oui. Alors en fait, donc il y a 4 sujets écologiques, comme je disais, pénurie de ressources, crise climatique, pollution globale et effondrement de la biodiversité. Alors ce qui domine actuellement dans les médias et dans les discussions, c'est la crise climatique. Ça fait écran à tout le reste, hein. Et même dans la crise climatique, on l'a réduit à une molécule, le CO2. Alors il faut bien comprendre que les solutions qu'on apporte à la crise climatique, en général, elles aggravent la pénurie de ressources, ça crée des pollutions globales, et ça alimente l'effondrement de la biodiversité. Donc nos réponses à la crise climatique, enfin la plupart, pas toutes, mais la plupart de nos réponses à la crise climatique se font au détriment des 3 autres sujets. Alors c'est là que c'est incroyable, si on mettait la biodiversité en premier, donc si on s'attaquait à l'effondrement de la biodiversité, ce serait positif pour la pénurie de ressources, ce serait positif pour le climat, et ce serait positif pour les pollutions globales. Donc c'est très clair, il faut commencer par la biodiversité. La biodiversité, ça coûte pas grand-chose, c'est juste un sac de graines qu'il faut jeter dans du sol. Ça se fait à n'importe quelle échelle. On peut faire de la biodiversité si on a 1 mètre carré devant soi, si on a un balcon, si on a un pot de fleurs, on peut faire de la biodiversité. Donc tout le monde peut le faire, ça coûte rien et c'est systémique. C'est-à-dire que ça a des effets pour toutes les questions écologiques. Alors, si on veut monter en échelle, le premier levier pour faire le basculement sur la biodiversité, c'est l'agriculture. L'agriculture, parce que c'est la plus grande surface de terrain qui est occupée. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on a les solutions. On a toutes les solutions pour l'agriculture. Il y a des tas de sujets où on n'a pas de solution, les pollutions chimiques, les PFAS et tout ça, on n'a pas de solution. Pour l'effondrement de la biodiversité et l'agriculture, maintenir des rendements acceptables, largement suffisants pour la population humaine, on sait faire. On sait faire. C'est ça qui est dingue. On a tout sous la main et on le fait pas encore. Mais ça vient, cela dit. Ça aussi, l'agroécologie, c'est en train de monter très fort. Mais c'est quand même incroyable. C'est qu'on a la solution, c'est le premier levier et on parle encore de climat, de panneaux solaires, d'éoliennes. Enfin, c'est très bien, mais c'est secondaire, quoi. C'est la biodiversité d'abord, quoi. Alors ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est en fait, s'il y a une chose à faire, c'est de s'arrêter. Donc, je vais revenir à ma sabbatique, mais il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas rêver. On va pas se transformer sans s'arrêter. Pour changer, il faut s'arrêter. C'est-à-dire que c'est comme quand on est dans une voiture et qu'on est à un carrefour. Si on doit tourner à droite ou à gauche, on met son clignotant, mais surtout, on s'arrête. On s'arrête et on tourne. Si on ne s'arrête pas, on ne change pas. Et donc, du coup, là aussi, le secteur du tourisme a un coup à jouer énorme. Ça pourrait être l'acteur de la transformation par l'arrêt. Parce que le risque, ce serait de cantonner le secteur touristique à des activités où on apprend des choses. On apprend à coopérer, on apprend le low-tech, etc. Mais du coup, ça donne un petit peu l'impression que c'est plus des vacances, quoi. Qu'on part en tourisme et en plus il faut faire des efforts, quoi. Il faut apprendre des trucs et tout ça. Donc c'est un peu fatigant. C'est que si on part en vacances et qu'il faut apprendre des trucs, ça peut être un peu fatigant. Donc de temps en temps, oui, mais tout le temps, ça va commencer à faire beaucoup. Donc du coup, là c'est un peu de la performance aussi. On peut retomber dans le risque de la performance. Il faut s'arrêter jamais, toujours apprendre et tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire que la première chose à faire dans le tourisme, c'est de développer des solutions d'arrêt, méditation. On fait rien, on se déconnecte, on va dans des endroits où il n'y a pas Internet, voilà. Et
on regarde la nature, sans rien, quoi, même sans indication, on s'immerge, quoi, dans la nature. Ce moment d'arrêt, en fait, c'est ce qui se passe quand on s'arrête, c'est qu'en gros, avant qu'on se soit arrêté, quand on est dans le hamster dans sa roue, là, on est un peu dans le pétrin, quoi, hein. Enfin, on tourne dans sa roue de hamster, là, on se rend bien compte que ça va pas et on sait pas comment s'en sortir, quoi. Quand on s'arrête, la dissonance qui était tout le temps là, elle explose. C'est ça qui est formidable. En fait, on crée la crise. C'est qu'il y a une différence, hein, entre être dans le pétrin et être en crise. Quand on est dans le pétrin, on sent qu'on est dans un environnement toxique, qu'on fait des activités qui n'ont aucun sens, et on ne sait pas pourquoi ça marche pas, quoi. Enfin, on l'a plus ou moins formalisé, mais pas complètement, et on continue quand même, quoi. Quand on s'arrête, on est obligé de faire face à cette dissonance. Et du coup, on crée la crise. Et la crise, dans ces cas-là, c'est une excellente nouvelle, parce qu'on est en train de bifurquer. On est en train de changer. Et du coup, dans ce moment d'arrêt, alors il faut être accompagné, évidemment, et donc c'est là aussi que le secteur du tourisme pourrait avoir un rôle à jouer. Alors on pourrait même imaginer, il pourrait y avoir des psychanalystes, il pourrait y avoir des sociologues, enfin on peut imaginer des tas de trucs, hein, des accompagnements très multidisciplinaires. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand on s'arrête et qu'on a cette dissonance, qu'on commence à voir vibrer très fort, on prend le temps de réfléchir. Mais vu qu'on est en arrêt, il n'y a aucun problème. Parce que du coup, on n'est pas dans le flux, quoi. Donc, vu qu'on a pris du temps pour s'arrêter, il n'y a aucun problème. On prend tout le temps qu'on veut pour réfléchir, pour bifurquer. Et à la fin de la phase d'arrêt, on commence à expérimenter. Et du coup, on prend le chemin. Et là, c'est engageant. Mais du coup, c'est pas vécu comme un stress. Il faut absolument changer. Il faut que je change rapidement, etc. Non, en fait, c'est vu on commence juste avec l'arrêt, la méditation. Voilà, c'est beaucoup plus fertile, à mon avis. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.